Bonsoir, nous sommes le 26 mai 2015, l'heure du journal de la rédaction et dans l'actualité locale. Le conseil départemental des Yvelines lance un partenariat avec l'État et Pôle emploi en faveur de l'insertion socio-professionnelle. Les demandeurs d'emploi les plus fragiles bénéficieront par exemple d'un accompagnement renforcé. La motion B est en tête dans le département des Yvelines avec 46,67% des voix. Les socialistes du département n'approuvent pas forcément l'action du gouvernement. Ils voudraient du changement. Pour en parler, la responsable locale sera en plateau. Et puis, depuis 2011, l'Aéroclub de Versailles propose des baptêmes aux enfants malades ou en difficulté. Ce week-end, vous l'avez vu, la patrouille de France était de la fête. Le Festival de Cannes 2015 a donc livré son palmarès. La Palme d'Or revient à Jacques Audiard pour Dipan, un film tourné dans la cité de la Coudray à Poissy. Les habitants ont été impliqués dans ce tournage. Certains ont même fait la montée des marches. On notera aussi que la région Île-de-France a versé une subvention de 480 000 € pour que cette histoire d'une jeune femme fuyant la guerre civile au Sri Lanka et qui trouve refuge en France puisse voir le jour. Sortie prévue pour le grand public fin août. Ce n'est pas la première fois que ce quartier yvelinois sert de décor au 7e art. John Travolta, Luc Besson puis Roche Dizem s'y sont déjà installés ces dernières années. Le conseil départemental a donc présenté ce matin sa politique en faveur de l'insertion socio-professionnelle. Une convention a ainsi été signée avec Pôle emploi, facilitant la coordination des services. L'insertion professionnelle dans les Yvelines va aussi s'articuler autour d'Active Y, une agence d'insertion, et la création d'une auto-école sociale. Mélanie Poquet, Patrick Jacques de Dixmude. Multiples signatures ce matin entre le conseil départemental, Pôle emploi et l'État pour permettre une meilleure coordination des services départementaux et de Pôle emploi. Plusieurs signatures mais un seul but, l'insertion socio-professionnelle des personnes les plus en difficulté, les chômeurs longue durée. C'est des personnes qui sont confrontées à des difficultés de logement, des difficultés sociales, des difficultés de garde d'enfants, des personnes qui sont en risque d'expulsion par exemple, ou des personnes qui ont des problématiques de santé importantes. 1200 personnes devraient être accompagnées d'ici l'été par les 17 employés de Pôle emploi associés à des binômes issus du conseil départemental. Les Yvelines ont vu une très forte augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active, autre cible de cette politique avec près de 38% en 5 ans. Le RSA représente 10% du budget du département. J'ai pas de voiture, j'habite en grande couronne, il n'y a pas de gare là où j'habite, donc je ne peux pas trouver un emploi. Comme j'ai pas d'emploi, je ne peux pas trouver un logement. Ou comme j'ai pas d'emploi, je ne peux pas acheter une voiture. Et voilà. Et tout ça fait que on va essayer d'apporter, par réponse point par point, mais réponse en même temps. 2 autres initiatives ont été présentées ce matin, la création d'une auto-école sociale et le lancement d'Activity, une agence d'aide à l'emploi. C'est du personnel de la collectivité mis à disposition. Donc aujourd'hui, l'agence, c'est 9 personnes au niveau de Versailles, mais on est en train de constituer des équipes sur les territoires pour qu'elles soient en relation étroite avec les collectivités, avec les associations, avec tous les partenaires qui travaillent en direction de la question de l'emploi. Activity aura 1 voire 2 équipes sur Saint-Quentin en Yvelines. Pôle emploi recensait 87 880 chômeurs dans les Yvelines pour le mois de mars 2015. L'invité politique de ce 26 mai, Sandrine Gangam, bonsoir. Bonsoir. Première fédérale du Parti Socialiste dans les Yvelines. On va commenter avec vous les résultats des votes internes à votre formation. Un vote qui concernait en France, en fin de semaine dernière, 131 000 militants à jour de leur cotisation. Ils devaient choisir l'un des 4 textes déterminant la ligne du parti. C'est la motion A qui l'a emporté, portée par le premier secrétaire sortant, Jean-Christophe Cambadélis, en tête avec 60% des suffrages. La motion B, dite celle des frondeurs, pour faire court, avec le député Christian Paul et soutenu par l'Yvelinois Benoît Hamon, par vous également, totalise 29%. Avant de regarder le détail dans les Yvelines, les résultats de votre fédération, déjà votre sentiment sur ce résultat national, il n'y a pas de déception? Non. Seulement 30%? 30%, c'est un beau socle pour la gauche du parti, donc pas de déception. Après, on voit bien qu'il y a aussi un réflexe légitimiste dans le Parti socialiste, comme partout, et qu'un certain nombre de militants n'ont pas osé aller jusqu'à, même si beaucoup dans la motion A et la motion D
demandé partager nos idées, n'ont pas osé passer le Rubicon, peut-être par peur d'une déstabilisation qui était fictive en fait. Par rapport justement à l'opinion nationale, il y a eu une participation de 50% des militants. On est à peu près sur 70 000 votants, c'est le résultat du vote interne. Il y a un décalage quand on regarde la cote de popularité du président, du Premier ministre, de l'action du gouvernement. C'est-à-dire décalage Il y a un décalage, il y a une forte contestation finalement envers ce gouvernement, envers le président, envers l'action, la politique qui est menée. Et finalement, les militants socialistes soutiennent cette action? L'idée, c'est de soutenir globalement un gouvernement qui est celui que nous avons choisi en 2012, de lui laisser le temps sur l'ensemble du quinquennat de faire l'action pour laquelle il a été élu. Et nous, on considère qu'on est en soutien, mais qu'il faut aussi, à un moment donné, pousser pour réorienter un certain nombre de sujets, justement pour répondre à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire une forme d'interrogation d'un certain nombre de Français, notamment des électeurs de gauche. Donc on entend ça et c'est aussi pour ça que moi en particulier j'avais choisi de signer la motion B. Cette motion B est motif de satisfaction pour vous. 47% des militants dans les Yvelines soutiennent cette motion B. La motion A ne fait que 39%, 47%. Les opposants, ceux qui soutiennent la motion A, diront que finalement, c'est pas tant que ça, alors que vous étiez bien implanté dans le département. Sauf que bien implanté, ça fait que 2 ans que je suis à la tête de cette fédération. Donc en 2 ans, on a travaillé, on a fait un travail de conviction. Donc nous, on est évidemment très satisfaits. C'est traditionnellement une fédération plutôt rocardienne. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'elle s'est un petit peu déportée. Et comme vous disiez, les opposants, moi, j'ai pas d'opposants au sein du Parti socialiste. C'est des camarades. Voilà, à un moment donné, on débat. Il y a un rapport de force qui s'établit et puis les militants tranchent. Et après, évidemment, on travaille ensemble. Aujourd'hui, tout est apaisé, justement, avec ces résultats. Maintenant que chacun s'est exprimé, a exposé ses motifs de satisfaction ou non, vous allez travailler ensemble? Bien sûr qu'on travaille ensemble. On partage des valeurs communes et on a des objectifs communs. Il reste une dernière étape qui est l'élection du premier fédéral, puisqu'on a au mois de juin cette dernière élection. Donc forcément, là aussi, s'il y a plusieurs candidats, il y aura débat. Mais après, de toute façon, la logique, c'est de travailler tous ensemble. Mais comment se situe la Fédération des Yvelines, justement, avec ce résultat qui entérine un petit peu donc l'action que vous menez et qui est un peu, pas en opposition, mais en tout cas qui souligne les incohérences, les résultats qui ne fonctionnent pas toujours du gouvernement. Comment vous vous positionnez aujourd'hui? En opposition? Non, comment ça vous se par passe rapport au gouvernement? pas comme ça, parce qu'en réalité, quand on aura les réunions au niveau national, sur un certain nombre de sujets, on est d'accord. Quand on regarde la motion A, elle a porté, par exemple, le fait que pour le CICE, il fallait des compensations. 100% des militants ont voté pour qu'il y ait des compensations demandées aux entreprises sur le CICE. Donc nous, on sera là simplement pour dire, voilà, vous avez écrit des choses dans la motion A, sur lesquelles nous aussi on est d'accord, mais ce n'était pas que des mots, il va falloir aussi que ça rentre en application. Mais quand François Hollande dit à l'issue du résultat que cela donne de la stabilité à l'action du gouvernement? Ça donne de la stabilité, mais je pense que ça a aussi permis, par exemple, qu'il y ait des oreilles plus attentives sur les propositions comme celle que vient de porter Benoît Hamon sur le burn-out dans les entreprises. Ça permet aussi de dire, voilà, il y a d'autres voix qu'il faut entendre, qu'il faut peut-être prendre en compte, et je pense que ça permet d'avoir une écoute différente. Quels sont les points aujourd'hui, justement, très clairement, qui pose problème, en tout cas qui font scission au sein du Parti socialiste? Entre ces deux motions, motion A, motion B Si vous regardez les textes, il n'y en a pas, parce qu'en fait la motion A... il fallait faire une seule motion, alors fallait la motion A a finalement choisi de remettre l'essentiel des fondamentaux de ce qu'il y avait par exemple dans le discours du Bourget, mais après la question c'est la stratégie. Comment le prochain Premier secrétaire fait en sorte que ce qui est écrit dans la motion puisse irriguer jusque à la tête de l'État. C'est ça aujourd'hui qui est l'enjeu. Après, on voit bien qu'il y a une petite minorité, mais qui ne s'est pas comptée dans le parti autour du maire de Lyon et de gens comme Jean-Marie Le Guen, qui eux sont beaucoup plus, on va dire, radicaux dans leur position économique, mais l'essentiel. Vous ne vous considérez pas comme frondeur aujourd'hui, dans un mouvement de frondeur? Non, parce que moi j'ai toujours trouvé que le mot était inapproprié, et puis finalement, quand on regarde le contenu des motions, on ne sait plus trop qui est frondeur. Un mot sur les résultats aussi du vote vendredi dernier dans le département. La direction fédérale sortante, donc votre direction, a été soutenue à plus de 63%. Malgré les résultats des précédentes élections, on va rappeler que beaucoup de mairies ont basculé à droite, les agglomérations comme Saint-Quentin en Yvelines également, qu'il n'y a pas un seul élu de gauche socialiste au conseil départemental. Malgré tout,
tout, on soutient votre action. Ce n'est pas lié, les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire que si c'était la fédération qui faisait gagner seule les élections ou qui les faisait perdre, ça se saurait. Enfin, ça serait donner un grand pouvoir quand même aux premiers fédéraux. Malheureusement, c'est pas le cas, ou heureusement, je ne sais pas, mais on sait bien que c'est le contexte national, la politique nationale qui fait que les gens votent. Les gens ils ne votent pas par rapport à ce qui existe comme représentants départementaux Mais le Parti socialiste aujourd'hui dans les Yvelines va être en reconquête, ne serait-ce que sur Bien le sûr, prochain scrutin. ça c'est autre chose. Régional. C'est comment on accompagne le travail de reconquête. Mais c'est pas la fédération seule, c'est l'ensemble du gouvernement, c'est l'ensemble des législateurs aussi, des députés, des sénateurs, et bien sûr du parti avec sa direction nationale. Le congrès de Poitiers qui va se dérouler début juin va se passer dans le calme? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des voix qui vont s'élever Non, le Parti socialiste, c'est un parti où on débat. Donc c'est toujours donc ceux qui aiment le débat. On aime bien débattre en public aussi. En général, on vient sur les plateaux télé pour s'exprimer. J'invite tous ceux qui ont envie de s'engager à venir dans ce type de parti, parce que on caricature souvent les partis politiques, mais il se trouve que c'est des lieux, voilà, on confronte des idées. Alors parfois, oui, c'est pas, on a une manière de débattre qui peut être parfois un peu virulente, mais parce qu'on a des convictions, ça peut dérouter. Mais en même temps, ça fait partie de la démocratie, c'est plutôt sain qu'il y ait des débats. Donc il y aura des débats jusqu'à Poitiers et encore après. Mais par contre, on est respectueux des uns des autres. En tout cas, dans la fédération, et je pense que vous parliez du rapport fédéral qui a été adopté assez largement, le rapport d'activité. Je pense qu'au moins même s'ils ne soutiennent pas tous mon action et l'action de la fédération sortante, tout le monde reconnaît qu'il y a un respect et que le débat se passe dans des bonnes conditions. Le débat, vous le disiez, va aussi se poursuivre après ce congrès de Poitiers, ne serait-ce que parce que derrière il y a les élections régionales. Vous êtes conseillère sortante, justement, vous étiez sur la liste de Jean-Paul Huchon, qui ne sera pas candidat. Là aussi, on en a beaucoup parlé dans les médias avec ces débats que vous évoquiez. C'est Claude Barthelone qui a présenté la liste, a priori pour les socialistes. Vous serez sur cette liste ? Je n'en sais rien. Vous aimeriez y être? Vous avez déjà discuté? Oui, alors en tant que première fédérale, je discute avec Claude Barthelone maintenant toutes les semaines, puisqu'on a des comités de campagne qui vont se mettre en place toutes les semaines. La consigne qu'il a donnée, c'est des listes à l'image de l'Île-de-France, renouvelées, avec toute une nouvelle génération qui représente l'avenir aussi pour nos territoires. Donc on essaiera de faire une liste à la hauteur de ces enjeux-là et de cette demande. Est-ce que vous serez sur cette liste? Et je serai candidate pour être sur la liste. Voilà. Et ce sera tranché? Et ce sera alors normalement début juillet. Début juillet. Merci Sandrine Gangram d'être venue en plateau. Merci. La motion BSL de la branche gauche de la gauche, on va dire, pas des frondeurs, mais en tout cas de la gauche de la gauche, est donc en tête dans les Yvelines. Je vous rappelle aussi que Benoît Hamon, le député, sera invité du prochain Café Politique sur TVFI, l'émission à découvrir dès la semaine prochaine à la veille du Congrès socialiste de Poitiers. Nous reprenons le cours de l'actualité locale avec ce week-end la SPA qui a organisé ses journées portes ouvertes. Cette année, nouveau slogan, on a tous une chance d'être adoptés, l'occasion de parler de l'adoption de tous les animaux, même ceux qui sont blessés ou malades, et d'encourager les futurs propriétaires à se rendre dans les refuges. Florane Parfait, Patrick Jacques de Dixmude. Des chiens, des chats de tout âge, de toutes conditions et tous aptes à l'adoption. Dans ce refuge à plaisir, ils sont plus de 150 pensionnaires à attendre de nouveaux maîtres bienveillants. Jérôme est venu aujourd'hui avec son fils pour rencontrer Zigzag, une petite femelle bulldog âgée de 6 ans. On a regardé un petit peu cette semaine pour trouver un petit compagnon à notre chienne qui vient déjà de la SPA il y a 8 mois. Et on a regardé sur le site de la SPA, on a vu ces petits bulldogs, ces petits congénères de la même race, et on est venu les voir, les présenter, voir si éventuellement ils peuvent avoir un avenir ensemble. Bon, on aurait pu passer par les annonces classiques, par les éleveurs ou quoi que ce soit, mais autant leur donner une deuxième chance à ces petites boules de poil. Certains animaux sont ici depuis déjà longtemps. Pour les journées portes ouvertes, la SPA souhaite faire passer un message de tolérance et de tendresse aux adoptants. Le slogan de cette année, on a tous une chance d'être adoptés. On a aussi des vieux animaux dans les refuges, on a des animaux borgnes, on a des 3 pattes, et ils ont eux aussi le droit d'avoir un foyer, donc, et ils ne sont pas moins intéressants que les autres. Donc voilà, c'est de mettre une petite, les appuyer en fait pour leur trouver des foyers parce qu'ils le méritent eux aussi. 31 chiens, 54 chats et un lapin ont été adoptés ce week-end. Il reste encore plus d'une centaine de petits compagnons. Ils méritent tous une deuxième chance et n'attendent que vous au refuge de la SPA à plaisir. À l'occasion de la journée nationale de la santé du pied le 21 mai dernier, l'Union française pour la santé du pied a organisé des journées de dépistage à travers toute la France. Quelques minutes pour rencontrer gratuitement, cette fois-ci, un pédicure podologue et pour comprendre d'où proviennent certaines douleurs, comment les traiter également. Mélanie Poquet.
On a tendance à les cacher, mais eux aussi méritent toute notre attention. Le pied s'entretient pour être en bonne santé. Beaucoup de gens négligent, il y a beaucoup de consultations de dernière minute en urgence, des ongles incarnés, des durillons qui sont là depuis des années, qui sont très douloureux, qui empêchent de travailler ou de faire du sport correctement. Et du coup, ils consultent et ils se rendent compte qu'en fait, juste en un soin de pédicure, ils sont soulagés. Pour éviter ces situations, l'Union française pour la santé du pied propose depuis 2003 des dépistages gratuits. Dans les Yvelines, c'est la 3e année que des podologues participent à la journée nationale. Une séance chez un spécialiste permet de dépister mycose, ongles incarnés, problèmes cutanés, mais aussi problèmes d'arthrose au niveau des genoux, hanches ou encore du dos. On peut poser un diagnostic sur l'appareil locomoteur, c'est-à-dire que le pied est vraiment en relation avec l'appareil locomoteur dans son ensemble, c'est-à-dire le genou, le dos, la hanche, même au niveau cervical. Et en travaillant avec des éléments de semelle, on peut travailler sur ces articulations et soulager des pathologies au niveau de ces zones du corps. En 2012, seulement 30% des Français consultaient un podologue. En 2014, ils sont 41%. Moi, j'ai pas de soucis vraiment particuliers, donc voilà, mais j'ai eu des conseils concernant, parce que je ne vais jamais chez le pédicure et apparemment, il faut y aller une fois par an. Pour moi, c'est pas vraiment de la prévention, là, en l'occurrence, puisque disons que ça m'handicape énormément pour marcher depuis à peu près un mois, donc c'est plus que de la prévention. Bon, je dis l'année prochaine, j'espère que je reviendrai pour de la prévention. Selon une étude de l'Observatoire national de la santé, 65% des Français ont mal au niveau des pieds. Mais une consultation chez un podologue coûte 27 € et n'est remboursée que partiellement par la sécurité sociale. Depuis 2011, l'aéroclub de Versailles permet aux enfants hospitalisés dans la région d'oublier quelques instants la maladie. Des baptêmes de l'air sont organisés pour eux et ce week-end, petit bonus avec la présence de la patrouille de France. Il est midi, en ce samedi 23 mai, tous les regards se tournent vers le ciel quand soudain... Les Alpha Jets de la patrouille de France font leur apparition au-dessus de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Une démonstration à l'attention d'une cinquantaine d'enfants venus en famille s'évader du milieu hospitalier qu'ils fréquentent au quotidien ou de leurs difficultés sociales. C'était trop beau, c'était beau, j'ai pris en vidéo et tout, c'était bien. Depuis 2011, année de son centenaire, l'aéroclub de Versailles organise des journées comme celle-ci. Les baptêmes de l'air s'enchaînent grâce aux pilotes bénévoles. Ouais, c'était bien, au début j'avais un peu peur et puis après ça allait. Ouais, après on s'y habitue vite en fait. C'est drôle. Des sponsors privés participent au financement de ces journées. Un baptême coûte une centaine d'euros, le prix d'un souvenir inoubliable pour les enfants comme pour les moniteurs. Et on a commencé en 2011 en pensant le faire qu'une année, que pour le centenaire. Et les enfants nous donnent tellement quand on les voit descendre de l'avion, leurs yeux qui brillent, le sourire, etc. On se dit, si je peux donner un petit peu de bonheur à ces enfants, on va continuer un petit peu à le faire, on ne va pas arrêter. Et donc avec l'aéroclub, on a décidé de continuer. Alors quand c'est des enfants handicapés ou des fois autistes, qui ne parlent pas, que quand ils sont là, on se demande même pourquoi on les a fait venir et les faire voler. Mais quand ils descendent de l'avion, vous les voyez les yeux briller, et puis qu'ils viennent, qu'ils vous font un câlin, qu'ils vous enlacent. Voilà, le monde vous appartient, quoi. Ils vous ont donné le monde. Près de 2000 enfants de la région ont déjà bénéficié de cette opération et ils seront encore plus nombreux à la fin de l'été puisque de nouvelles journées sont déjà programmées. Ah, tu as vu la Tour Eiffel? Oui. Est-ce que tu avais un peu peur d'aller dans l'avion? C'était bien? Comment tu fais? J'ai fait juste voir, mais j'ai eu pas peur. Ah, c'est génial, surtout que ça fait 2 fois qu'on vient. On est venu en 2013, donc là, voilà, c'est la 2e fois. La première fois, je suis montée avec elle. J'ai eu droit aussi à mon petit diplôme. Et puis, elle est super contente, donc c'est génial. On passe au sport à présent. Les finales du championnat de France scolaire d'Ultimate étaient programmées. Mardi, mercredi, à Trappes pour la 2e fois après 2009. Au total, plus de 200 collégiens et lycéens venus de toute la France ont foulé les pelouses des stades Gilbert Chansac, Robert Graveau. On écoute Christophe Pouzet, directeur adjoint de l'UNSS de Versailles, le responsable de ce tournoi. Nous, on est organisateur de championnat de France Ultimate avec 15 équipes collèges et 7 équipes lycées qui viennent de partout en France. Ça va de Nîmes, Lille, Strasbourg, Nancy, beaucoup d'équipes de la région d'Orléans-Tours, Nantes, Angers, Dijon. Au niveau scolaire, c'est le plus gros événement. Au niveau du sport scolaire, on travaille en lien avec la Fédération française qui a aussi eu le week-end dernier à Sablé-sur-Sarthe les championnats, les coupes juniors nationales. Donc ça fait partie des 3-4 événements les plus importants au niveau jeune sur le territoire.
Chez les collégiens, c'est l'établissement de l'Uzarche implanté dans le Val d'Oise qui est devenu champion de France. La ville bourguignonne de talent a quant à elle remporté le prix du fair play dans la catégorie des lycéens. C'est Beaugency, situé dans le département du Loiret, qui s'est illustré en remportant le trophée de champion de France. Et du fair play, prochaine édition l'année prochaine en Vendée. Le Friandise Trophy, un raid inter-entreprise qui réunit par équipe valide handicapés, s'était lancé samedi matin devant le château de Versailles. 22 équipes qui vont devoir parcourir 800 km qui nous séparent de Brest. Un moyen de faire évoluer les mentalités. Ce week-end, les participants se sont aventurés à travers Naufle-le-Château, Houdan ou encore Dreux. Vous pouvez suivre leur péripétie en temps réel sur le site internet de l'événement. Pas de vague pour la piscine en plein air de Trappes. L'état de l'équipement de l'île de loisirs ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Des dalles de carrelage se décollent. Une enquête doit permettre de déterminer s'il s'agit d'une malfaçon ou d'un mal plus profond. Des travaux de rénovation ayant été menés ces dernières années. Si les dirigeants espèrent une réouverture l'an prochain, l'avenir du site semble compromis. Son entretien coûte cher. Le site rapporte peu. Communauté d'agglomération département serait favorable à sa fermeture définitive. Que pensez-vous de cette décision alors que le centre nautique de Maurepas est lui aussi pour l'instant définitivement fermé? C'est notre question du jour. Vos réponses. Oui, je sais que cette piscine, elle pose des problèmes en été. Effectivement, elle est très souvent fermée en été. J'ai constaté ça dans le passé. Elle me semble assez chaotique en termes d'ouverture et de disposition pour les citoyens. Il faut bien qu'elle soit rénovée, je suppose. C'est un peu dommage que ça soit réparé au moment des vacances scolaires, quoi. Je trouve ça bizarre de fermer une piscine l'été. C'est sûr que c'est dommage pour les enfants qui n'ont pas la possibilité. Peut-être vont-ils se reporter sur une autre piscine. Les gens qui ont des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, si, je pense que ça a une incidence importante. Je pense que les travaux, si ce n'est pas des travaux qui peuvent poser problème, ou des catastrophes ou des enfants qui se font mal, je pense qu'effectivement les travaux on pourrait les faire au mois de septembre, mais pas en juillet-août. C'est pas logique, quoi. Fin du journal, prochaine édition demain aux mêmes horaires. Tout de suite le 7-8 Sport avec Mickaël Elmidoro. Très bonne soirée.